L'actualité tourne autour de cette guerre entre deux institutions de la République, le Conseil d'État et le Conseil supérieur de la magistrature, qui se contredisent autour de la réhabilitation du candidat gouverneur de province au Sankourou et la CENI qui a pris la décision de déplacer même le bureau de vote des installations de l'Assemblée provinciale pour les installations de la compagnie CEP. Nous allons parler également de l'avenir de la coalition entre les FCC et le CRECH. D'aucuns n'y croient pas. D'autres pensent même que cette coalition est appelée à divorcer, et cela le plus tôt possible. Avec la grâce du temps, nous allons darder enfin notre regard sur l'école actuellement, qu'elle forme. Est-ce qu'ils répondent au profil dont le pays a tant besoin pour son décollage? Pour en parler sur ce plateau, M. Patrick Baleno, il est chercheur en domaine de l'éducation. Bonjour Patrick. Bonjour M. Luc. Et soyez le bienvenu après avoir disparu pendant quelque temps. Je vous en prie. Vous étiez toujours à Kinshasa? Oui, j'étais à Kinshasa. Et la dernière fois, j'ai présenté une émission ici avec Paulette Kimoutou. Dans International. Ouais. Magnifique. Avec lui, M. Jean-Pierre Belessi Soula, il est cadre du PPRD, membre du FCC. Bonjour M. Jean-Pierre, vous êtes devenu quasiment un oiseau voyageur. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Demain, vous êtes soit en Guangzhou, soit à Dubaï, soit encore aux États-Unis. J'en passe et des meilleurs. Mais vous voilà à Kinshasa après avoir fait un tour en Guangzhou ou aux États-Unis de nouveau, n'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Luc, pour votre invitation. Ça a toujours été un grand plaisir de participer à votre émission, mais je ne ferai pas qu'on parle des affaires privées. Je suis là pour parler de la politique et je suis là pour répondre aux questions qui ne cadrent qu'avec la politique. Vous voyez? Je crois que vos pèlerinages vous meublent aussi politiquement, puisque vous y puisez quelques expériences pour construire votre argumentation politique. Justement, les voyages fait l'homme. Voilà. Ce qui est vrai qu'on découvre beaucoup de choses à l'étranger et qu'on peut également imprimer ici si l'opportunité se présente et que si nous entrons justement dans des affaires. Nous entrons dans les affaires politiques concernant cette émission. Cette guerre, et je dis tout à l'heure, entre les conseils d'État qui prend une décision réhabilitant le candidat gouverneur du Sankourou, mais le Conseil supérieur de la magistrature dit cette décision-là n'existe même pas. Elle est non avenue. Le Conseil d'État revient en charge, dit cette décision vaut tout son pesant d'or. Deux institutions de la République en train de se tirailler autour d'une matière, alors que ce qu'on attend d'elle, c'est de donner plus de lumière pour que le pays avance. Vous l'avez tout dit, M. Lick, je pense que c'est ce que nous voulons tous, mais je n'aime pas surtout faire des commentaires sur les affaires judiciaires, M. Lick, ok? Parce que c'est cette question que vous avez posée tout de suite là, justement, je pense que ces deux institutions sont assez matures pour régler cette situation. Et je crois que ça va bien se régler tout de suite parce que j'ai un peu quelques informations là au-dessus. Justement, le Conseil d'État qui a pris une ordonnance, c'est ce qu'on dit, hein, réhabilitant un gouverneur et qui cela justement a été contesté par le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est une question qui rentre justement dans le cadre du pouvoir judiciaire et que ces deux institutions vont facilement trouver une solution. Moi, je n'aime pas, comme je vous l'ai dit,
faire des commentaires là-dessus. Je m'en fous que vous n'aimiez pas en tant qu'individu. Oui. Vous avez accepté de vouloir bien répondre à mon invitation. Et là, nous sommes en train de parler des choses qui touchent la nation. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature a juridiquement le pouvoir de dire non à une décision que prend le Conseil d'État? Absolument. Oui. Absolument. Le Conseil supérieur de la magistrature a le pouvoir de récuser une décision venant du Conseil d'État. Ok? C'est ce qui s'est fait. Et le Conseil d'État dit, mon institution, ça c'est le professeur Mvoudoua qui dit, a bien pris la décision, et cette décision a tout son pesant d'or. Elle vaut la peine d'exister en tant que telle. Mais lorsque la décision peut exister, mais si cette décision-là viole même la loi, je pense pas que cette décision-là sera appliquée. C'est ce qui est important. Je pense que, M. Lick, moi je vous ai dit, je ne mérite pas faire trop de commentaires là-dessus. Je sais que cette situation sera décantée dans peu de temps, je suis sûr. Alors, M. Balelo, est-ce que ça ne fait pas transpirer le parfum d'une manipulation d'une institution ou d'une autre? Bon, ce qui est vrai, nous sommes en RDC. Il y a souvent, on constate des vices de procédure ou de non-respect au fait des textes officiels. Mais par rapport à ces sujets que je ne maîtrise pas vraiment, je pense que chacun devrait se limiter par rapport à ses prérogatives constitutionnelles pour essayer de, tant soit peu, de participer à l'évolution normale des choses, au fait. Alors, la question, c'est entre autres concernant ce qui se passe au Sankourou. Beaucoup de gens au Sankourou disent « Nous voulons être dirigés même par des rats et non pas par cet acteur politique-là. » Et ce qui pose problème aujourd'hui dans le Sankourou. Bon, au fait, il y a un problème. Parce que quand on parle souvent de peuple dans une entité administrative, on a tendance à imaginer que tout le monde pense de la même manière. Donc on dirait que c'est une entité homogène. Tandis qu'en réalité, le mot peuple est une fiction en fait de la réalité. Le vrai terme qu'il faut, c'est population. Parce que la population, on peut le comptabiliser, on peut le compter. Tandis que le peuple est un peu flou, vague. Et dans ce sens-là, quand vous affirmez que vous dites que les gens de là, en réalité, ne veulent pas d'un individu, je pourrais remettre cela en cause parce que je pense que le monsieur en question a été élu ou a été quand même voté et est soutenu par un groupe de gens. Donc déjà dans ce sens-là, personne ne peut prendre le monopole du peuple si ce n'est les représentants qui pourraient faire respecter au fait les lois dans ce contexte-là. Mais aussi, la question, je pense qu'il y a des institutions habilitées. Chacun doit s'efforcer à faire son travail comme il se le doit pour que la loi ou la constitution soit respectée comme il se le doit. Alors, M. Soula, quand une partie de la population dit nous ne voulons pas être gouvernés par X parce que il y a eu des abus, il y a eu la malgouvernance, il est à la base de la création d'une milice qui a fait couler du sang humain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, de l'autre côté, on dit, non, nous voulons être, nous seuls, candidats au poste de gouverneur. Non, M. Lick, il faut dire que la démocratie a ses principes, la démocratie a ses évidences, la démocratie a ses réalités. Et je vous ai dit depuis tout de suite là que la politique, on ne le fait pas dans la rue. Ok? La politique, on le fait dans les cadres bien spécifiques. Ok? Alors, s'il faut dire qu'il y a une partie de la population qui conteste d'être gouvernée par ceci ou par cela, je ne pense pas. Il faut aussi dire qu'il faut faire très attention à ce qui est comme une instrumentalisation de la population. Parce que moi, j'ai l'impression comme si la population de Sankourou est instrumentalisée, même à partir d'ici à Kinshasa. Moi, j'espère bien parce que... Les tireurs de ficelles se trouvent à Kinshasa, entre autres. Absolument. Je ne peux pas les citer ici, parce que nous sommes à la télévision, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été montées à partir d'ici et que les répercussions se font au niveau des Sankourou. Mais il faut dire qu'effectivement, M. Lick, la démocratie, comme je vous dis, a ses principes. Il faut dire que le Messie a été voté par le député provincial. Il faut que cela soit dit. Et sur base d'un programme, ok? Et lorsqu'il a été voté,
ce n'est pas la population maintenant de réagir pour dire nous ne voulons pas de celui-ci, on ne veut pas de celui-là. Mais je pense que la démocratie a ses principes. Le Messie a été élu sur base d'un programme, sur les députés provinciaux qui l'ont élu. Je pense que cela doit être appliqué comme il se devait. Je pense que le Messie doit vite se mettre au travail parce qu'il faut dire que la politique ici au Congo a beaucoup de choses qu'il faut absolument changer et qu'il y a des implications un peu de partout, surtout au niveau des provinces, et que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et pour créer en tout cas un désordre au niveau des provinces, je ne pense pas que cela a encore de place dans une république que nous voulons tous moderne. Alors, soyons concrets. Oui. Concernant le cas du Sankourou, on sait d'une part le ministre sortant Mende, oui. Et de l'autre côté, on cite l'ancien gouverneur, mais on cite également une personnalité comme Cheikh Okitundu. C'est un peu comme on dit en français, lorsque deux éléphants se battent, c'est l'arbre qui en souffre. C'est là où je vous dis, mais c'est là où je vous ai dit que effectivement il y a une instrumentalisation de la population. Je pense que le peuple de Sankourou doit se calmer et qu'on doit appuyer la personne qui a été élue comme gouverneur. Et je pense que c'est ce qui est important. Avec tout ce qui se passe dans les pays, avec tous les besoins que la population a, je pense qu'il ne faut pas encore de plus en plus nous créer dans un désordre, nous mettre dans un désordre inutile. Nous voulons tous que les provinces soient gouvernées, parce que ce principe-là de la gouvernance approchée, n'est-ce pas, va aider en tout cas le peuple congolais à se développer de plus en plus. Et c'est là où je chute par là, parce qu'en fait, lorsqu'on essaie de rapprocher, n'est-ce pas, l'administration aux administrés, parce que c'est ça le système aujourd'hui, je pense que cela va déclencher d'une manière rapide le développement de notre pays. Monsieur Balelo, Patrick, Oui. Et du coup, les présidents de la République s'invitent dans le débat, ils renvoient s'il est dit les élections du gouverneur du Sankourou. Bon, il y a une question que je vais poser en premier. S'il a compétence sur ça. Parce que nous sommes régis par une constitution. Et chacun a ses limites par rapport à ce qu'il peut faire dans son domaine à lui. Bon, ce qui est vrai, nous constatons ici que des fois il y a usurpation de compétences d'autres institutions par une institution qui est censée se limiter dans certains points. Donc sur ce point-là, moi je pense que chacun doit s'efforcer à être dans la limite de la Constitution et essayer de faire ce qu'il peut faire pour pouvoir faire améliorer. Parce qu'on oublie une chose, permettez-moi, on oublie une chose, que l'ordre que nous vivons présentement sort du chaos qui a précédé. Parce que le chaos crée toujours de l'ordre. C'est à travers ce lutte, parce qu'il y a une forme de lutte de classe à l'instant où nous parlons. Il y a une lutte entre la classe élitiste qui était pendant quasiment plus de 18 ans au pouvoir, qui s'efforce à tout prix à préserver leurs intérêts, et il y a une nouvelle classe qui s'efforce à pouvoir intégrer le système, mais qui manipule deux fois certaines couches sociales à l'idée de les utiliser pour essayer d'entrer dans le jeu, au fait. Donc, il faut voir les choses aussi sur ces prismes-là. J'ai vu M. Jean-Pierre secouer la tête et protester contre ce que vous avez dit. Vous pensez qu'il ne s'agit pas d'une lutte de classe, mais quand on doit lire les événements sous l'axe marxiste, on se rendra compte que non, il y a une classe élitiste, l'a-t-il appelé, qui a été renversée. Et maintenant, la musique change, la danse doit aussi changer. Au niveau de la présidentielle, mais pas de la législative, en fait. Je pense que nous voulons tous qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Tout à fait. Ok. Et puis, c'est pourquoi je vous ai dit ici, depuis tout de suite, là, que la démocratie a ses principes. C'est la démocratie, comme nous l'avons tous appris à l'école, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça, non? Alors, lorsqu'il y a des électeurs qui se décident, n'est-ce pas, pour mettre quelqu'un dans un poste quelconque, je ne pense pas que cela soit une classe élitiste, comme vous l'avez dit, non, je ne pense pas. Ok. C'est monsieur Balolo qui l'a dit. Parce que monsieur Balolo, si vous voulez faire de la politique, il faut aller devant le peuple congolais pour être élu, c'est ça le mode de gouvernance au Congo. Ce n'est plus à l'époque de Mobutu, l'ancien dictateur, qui pouvait nommer n'importe qui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, nous assistons
à un mode de gouvernance qui est celui de la démocratie et qui donne justement la possibilité ou le droit des peuples de se choisir de ses dirigeants. Je pense que c'est ça. Alors, jusque-là, depuis que le système est en place, comme vous le savez, nous assistons de plus en plus à l'enracinement de la démocratie, parce qu'il faut dire que la démocratie, ce n'est pas le but en soi, c'est un idéal. C'est ça que je dis. Ouais. Nous voulons tous atteindre l'idéal, mais il ne l'atteint pas aussi rapidement que possible. C'est un chemin que nous allons tous parcourir et qu'on peut connaître des petits soucis comme nous les connaissons maintenant là. Et cela participe justement à l'enracinement de la démocratie. C'est ce qui est important. Je sais que la démocratie, comme elle est encore faible jusque-là, mais il ne faut pas que s'il y a des petits soucis quelque part et qu'on puisse remettre en cause même ces modes de gouvernance donc c'est le mode de gouvernance que nous avons tous choisi. C'est ce qui est important. Je pense que si nous voulons justement être responsables dans un domaine quelconque, nous devons tous aller devant le peuple congolais pour présenter un projet et si ce peuple-là nous fait confiance, on assigne des responsabilités. Il devrait y avoir, nous courons après les temps, il devrait y avoir vote. La CENI a dû délocaliser les bureaux de vote de l'Assemblée provinciale aux installations de la société 7. Et tout ça pour essayer de calmer un peu la population qui était surexcitée. Et pouf, le président HD est intervenu pour dire non, dans ce climat-là, pas d'élection, renvoyez s'il est dit. Bon, au fait, j'aimerais principalement rebondir sur un point que mon confrère vient de préciser, sur le fait qu'on ne peut pas remettre le système en cause parce que, en réalité, c'est un système que nous avons choisi. Moi, je pense que si on veut vraiment atteindre l'idéal de la démocratie, on est obligé à remettre en cause certaines choses qui ne peuvent pas nous permettre de pouvoir atteindre cet idéal. Mais de manière pratique, je pense que le système qui est en place, quand je parle système, je ne me base pas sur les individus. Je me base par exemple sur le mode de gestion, le mode d'élection des députés et des agents de l'État. Je pense que ce système en soi est déjà naturellement en faille, au fait. Et ça mérite sérieusement que nous puissions le remettre en cause pour qu'on puisse de mieux possible atteindre cet idéal que jusque-là beaucoup de pays n'ont pas atteint, même ceux qui se prétendent être démocrates, au fait. Au fait, à la suite des élections provinciales, des élections de gouverneurs, des sénateurs, finalement, une certaine voix émerge. C'est cette voix qui dit, mais en quoi sommes-nous en coalition avec les FCC? Ça, c'est le cash qui le dit. Ouais. Donc, l'avenir de la coalition cash-FCC semble être compromis. Apparemment, d'aucuns souhaitent que cette coalition-là puisse être dissoute et que l'on voit les choses autrement. Vous avez l'impression que ceux qui pensent que la coalition ne doit plus exister ont raison ou ils ont tort? Ils ont tort. Ils ont tort parce qu'effectivement, vous savez, le système que nous avons instauré dans le pays, c'est que justement, le président qui a été élu doit avoir une majorité parlementaire pour gouverner, ok? Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, il a justement la majorité présidentielle, mais il lui manque la majorité parlementaire. Et dans ces conditions-là, je ne vois pas comment il va gouverner, ok, monsieur Lick? Si ceux qui pensent que, effectivement, cette coalition-là, qui a été d'ailleurs signée, parce que nous avons tous signé, vous avez tous suivi la signature entre les FCC et les CACH pour gouverner ensemble, cela a été déjà signé. Je ne vois pas comment est-ce que ceux qui prétendent dire que... C'était convenu entre eux, hein, bien sûr, entre nous. Hein. Bien sûr. Donc il ne faut pas je finis, la population à témoin qu'elle a suivi, ainsi de suite. C'était... cela a été publié, oui, mais cela a été publié entre eux. Bon, donc, non, nous disons que ça s'est passé comme ça. Allez, non, pardon, monsieur Lick, il faut que cela soit bien dit. Cela a été publié dans les médias et tout le monde le sait que les FCC et les CACH avaient signé un accord pour gouverner ensemble. Il faut que cela soit clair. Mais je ne vois pas comment est-ce que les gens veulent aujourd'hui remettre en cause cet accord. Parce que si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi ou soit les CACH refusent de
de coaliser, n'est-ce pas, avec le FCC, je ne vois pas comment est-ce qu'il va gouverner, parce que nous sommes majoritaires au Parlement. Et vous savez que dans la Constitution, le Premier ministre, effectivement, doit être issu au sein de la majorité parlementaire. Alors, je ne vois pas comment est-ce que M. Félix va gouverner. Donc, de grâce, M. Luc, je finis par là, de grâce, nous demandons à ce que ce qui en fait passe de cette manière-là arrête, parce que cela ne va pas servir à la population congolaise, parce que nous avons besoin d'une chose maintenant, M. Luc, c'est que nous puissions mettre en place un gouvernement qui va répondre aux besoins de la population. C'est ce qui est important, ok? Au lieu de nous ramener encore en arrière, l'État a suffisamment avancé, nous avons perdu beaucoup de temps. Je pense qu'il est grand temps qu'aujourd'hui les gouvernements soient mis en place pour que ce gouvernement puisse travailler pour les comptes de la population. C'est ce qui est important, M. Lick. C'est encore un autre point que j'utiliserai pour appuyer l'idée qu'on doit remettre en cause notre système, en fait. Le système dans toute sa globalité. Dans la logique de choses, l'UDPS, donc Union des démocrates, le P c'est quoi? Et du progrès social. Progrès social. Donc, en sous-entend, on entend un terme social. Le PPRD, Parti pour la reconstruction et développement. Donc, c'est déjà une histoire aussi sociale. L'UNC en soi, c'est aussi un parti censé être un parti à caractère purement social. Congolaise. Autre que l'idée du capital mise en avant, par exemple, par le MLC ici. Mais qu'est-ce que nous avons constaté au cours de tout ce temps? On s'est passé plus de temps à s'attaquer à un individu plutôt que de travailler sur un système qui doit mettre toutes les personnes censées partager une vision politique précise dans un ensemble de groupes. Dans la logique de choses, je me disais depuis longtemps que l'UDPS, l'UNC et le PPRD devraient naturellement être dans une même famille politique. Mais maintenant, par rapport à nous, le combat s'est limité autour des gens, plutôt qu'on s'attaque sur des idées. On ne s'est jamais attaqué sur des modes exacts de gestion, comprendre un peu le système qui semble promouvoir la corruption chez nous. On ne s'est jamais attaqué au système qui semble promouvoir la médiocratie chez nous, parce qu'il faut l'affirmer qu'il y a une certaine forme d'institutionnalisation de la médiocrité dans notre façon de gérer, dans notre façon de vivre. On n'a jamais remis en cause le système à la base de tout ça, mais on s'attaque en un individu parce qu'on l'avait fait porter le chapeau de tout le malheur, tout en oubliant que tout ce malheur que nous avons vécu, on commençait bien avant lui. Or, quand on identifie mal le problème, on arrive à des conclusions qui sont mauvaises. Les gens ont pensé que M. Kabila, aussitôt qu'il quitte, tout va changer. Mais moi, je me rends compte que la vie semble de plus en plus détériorée au niveau de Kinshasa ici, parce qu'on avait mal identifié le problème. Mais aussi, je pense, s'il y a conflit entre la coalition FCC et Cash, bon, je pense que c'est une belle guerre dans le contexte où c'était deux partis relativement opposés. Mais pour l'intérêt de la nation, je pense qu'on n'a pas besoin de toutes ces guerres-là, parce que la population ne va pas en trouver intérêt. L'ensemble FCC Cash n'empêche pas le parti au pouvoir ou le régime en place ou peut-être l'autorité suprême élue par le peuple ou nommé selon certains de pouvoir améliorer le vécu de la population. Par exemple, de manière pratique, on assiste ici à des grèves exceptionnelles tous ces derniers temps dans beaucoup de secteurs. On assiste par exemple à des mouvements de résistance, par exemple de Congolais qui souhaitent assez qu'ils reçoivent le salaire qu'ils doivent par rapport aux travailleurs, aux investisseurs étrangers ici. Mais qu'est-ce qui empêche par exemple le chef de l'État de statuer sur ce point-là, ou peut-être de faire transcender une décision aux gens compétents, au fait, de la manière à ce qu'on applique les barèmes, par exemple, officiellement appliqués auprès de tous ces travailleurs-là, des expatriés. Donc, je pense que cette union ne va pas empêcher, en réalité, l'émergence de la RDC, ou la route vers l'émergence que nous sommes appelés à suivre. Est-ce que vous pensez que la coalition FCC Cash peut tenir longtemps et peut aller jusqu'au bout du mandat de Félix Tshisekedi? À l'allure où vont les choses, je pressens un risque de blocage quelque part. Or, ce blocage ne sera ni bénéfique à monsieur le président actuel, Félix Tshisekedi, parce qu'il ne fera rien sans la majorité en place, mais aussi s'il s'hasardait par exemple à dissoudre cela, eh ben, ce sera encore un autre blocage. C'est la population qui va subir tout ça. Donc, je pense que c'est une guerre qui sera néfaste à l'intérêt de la population congolaise. Donc, ils devraient coaliser et essayer de voies et moyens, trouver la bonne route pour la population. C'est possible. Alors, la base... Excusez, j'aimerais bien préciser une chose. Oui. Parce que la seule façon, comme il l'a dit l'autre fois, déboulonner les systèmes Kabila,
la seule formule aurait pu être par un coup d'État. Dans la logique constitutionnelle des élections, c'était quasiment impossible parce que du moment où eux se préparaient juste pour la présidentielle, le FCC s'était préparé sérieusement pour pouvoir contrecarrer au cas où ils arrivaient à perdre. Nous assistons maintenant à ça. Donc que ce soit même la Mouka, s'ils arrivaient à avoir le pouvoir, ils n'auraient pu rien faire de manière concrète, si autrement que s'ils n'arrivaient pas à le prendre par la voie des armes. Donc, Très bien. c'est quelque chose à ne pas encourager, je dois préciser. Je disais tout à l'heure que la base, se référant à ce que Sénèque a dit, le temps précieux, le temps présent est notre seul bien. Dit, il faut dissoudre cette coalition-là et passer à l'essentiel. Apparemment, on sent un empressement de la population par rapport au temps chronos qui passe sans que des actes du changement soit posé en faveur justement de cette population. Vous pensez que le fait de dissoudre le Parlement après une année, comme dit M. Balelo, peut être une voie probable pour le président afin de laisser son empreinte de par son passage à la tête de l'État? Je ne crois pas, pas du tout, pas une seule seconde, parce que cela risque encore de bloquer le pays davantage. Ok, monsieur Lek, mais c'est là où je reviens un peu par rapport à ce que mon ami venait de dire ici. Moi, je constate comme si il y a même un certain nombre de cadres du CACH qui commencent à parler un peu du genre la fin de cette coalition. Et même le président lui-même qui en tout cas m'a beaucoup déçu lorsqu'il dit qu'il va déboulonner le système dictatorial. Ce sont des propos extrêmement graves. Moi, je n'aimerais pas lui faire un petit rappel historique qu'après 32 ans du pouvoir de la dictature de Mobusienne, je pense que le président Kabila qui est venu donner en fait la parole à la population congolaise aujourd'hui, et que le peuple congolais aujourd'hui a la possibilité de choisir ses dirigeants. Je pense que c'est ce qui est important. Si je lui pose une question, bon, je ne vais même pas lui poser une question. Comment est-ce que lui, il est devenu le président de la République s'il y avait la dictature dans ce pays? Voilà. Donc, et comment vous y répondez? Donc il n'y avait pas de dictature, tout allait bien. Absolument. Et M. Kabila, c'est comme disent certains journalistes et certains politiques de votre famille notamment, que Kabila est le père de la démocratie congolaise et même africaine, a-t-on dit. C'est lui le père de la démocratie congolaise. Non, Congo. Parce que, monsieur Lick, il faut dire, monsieur, vous avez parlé, j'étais calme. Oui, allez-y. Ok. Alors, vous savez, on parle de la démocratie, mais il faut assister la démocratie. Il faut palper la démocratie. Nous avons entendu, dans ce même pays, parler de la démocratie. Il ne faut pas qu'on parle de la démocratie des façades. Il faut qu'on assiste de la réelle démocratie. C'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Lick, on peut tout dire. Il faut voir là où le pays était à l'époque. Regardez même la région de l'Afrique centrale. Quel CP qui prétend aujourd'hui qu'il est démocratique? Quel CP, quel est ce dirigeant en Afrique centrale aujourd'hui qui peut dire aujourd'hui qu'il est démocrate? Mais le président Kabila a donné une belle leçon de démocratie en République démocratique. Parce qu'il faut dire, même les alternances qu'on assiste en Afrique aujourd'hui, M. Lick, ça vient généralement dans un parti. Prenez l'ANC en Afrique du Sud. Oui. L'alternance s'est fait dans l'ANC. Prenez même en Zambie. En Angola. Oui, mais en République démocratique, nous avons assisté à une alternance qui est venue de l'opposition. Mais vous n'avez pas cité, vous n'avez pas cité le cas du Tchad, vous n'avez pas cité les cas de l'Algérie. Mais c'est là où je vous montre. Et même en République démocratique, je vous montre les morts qu'on a comptés. Attendez, vous allez continuer. Les morts qu'on a comptés ici en République démocratique du Congo, ils ont payé de leur sang parce qu'il y avait la démocratie en République démocratique. Parce qu'il y a eu l'intoxication, justement, monsieur. De qui? Mais de la SECO, il y a eu l'intoxication de l'opposition qui ont voulu faire croire que le président Kabila allait se mettre au pouvoir.
Il ne faut pas oublier, M. Lick, qu'effectivement, il y a des marchés inutiles qui sont organisés dans le pays. Bien sûr, parce que le président Kabila a toujours insisté, qu'il allait respecter la Constitution. C'est ce qu'il a toujours dit. Mais aujourd'hui, respecter la Constitution, c'est dépasser son mandat de 2016 pour organiser les élections en 2018. Cette question-là, on en a débattu à plusieurs fois sur ce plateau. Mais c'est vous qui y revenez. Bien sûr. La vérité, la population de M. Kabila n'ont pas été suivis par ses faits. Mais c'est là que nous devons dire la vérité à la population. Qu'effectivement les élections devraient se organiser en 2016, je l'ai toujours dit, c'est une évidence. Mais nous avons combien de difficultés d'ordre financier. Mais je vous dis d'ordre financier parce que nous dépendions, je termine par là, nous dépendions encore beaucoup plus. Nous dépendons encore beaucoup plus des matières premières. Et en 2014, il ne faut pas oublier, mais que nous avons connu une chute brutale des matières premières sur le plan international. C'est ce qui a occasionné que le gouvernement de la République n'a pas eu suffisamment de moyens pour financer les élections. Parce qu'il ne faut pas oublier, justement, il ne faut pas oublier, je termine par là, que le processus électoral coûte énormément au Congo et que d'ailleurs, si c'est pas là, nous devons repasser les choses. Je devais rebondir sur un point soulevé par mon confrère en face. En réalité, attribuer la paternité de la démocratie à l'ancien président Kabila, je pense que c'est un peu trop lui attribuer. Mais prouvons le contraire. Permettez-moi, messieurs. Allez-y. On doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'on comprend par le terme démocratie. Parce qu'avant d'attribuer quelque chose, il faut comprendre ce qu'on comprend. Dans le contexte congolais, on pense que un pays peut être démocratique quand il a pluralité de partis politiques. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si nous allons sur ces schémas, on assiste en 1960, le 30 juin, à l'indépendance ou aux indépendances de pays africains, à l'indépendance en l'occurrence de la RDC, on assiste à une pluralité des partis politiques. Lumumba n'était pas un premier ministre ou Kasavubu n'était pas un président d'un système monoparti. Vous voyez? Donc il y a eu pluralité. Et on attribue la paternité à celui qui a commencé quelque chose en premier. Vous comprenez? Non. Dans la logique de choses, puisque à l'époque de Lumumba, il y avait cette pluralité congolo-congolaise, je pense que si on devait attribuer la paternité de la démocratie à certaines personnes, c'est aux gens qui l'ont commencé au début. On attribue par exemple l'entrée de la dictature congolo-congolaise sous Mobutu, parce qu'il a été le premier à l'appliquer. Mais il faut attribuer quelque chose de très important à l'ancien chef de l'État, l'alternance entre majorité en place et opposition des longues dates. Ça, c'est quelque chose qui mérite à voir, mais l'attribuer la démocratie au Congo, même quand on le comprend comme pluralité politique, je pense que c'est trop dire, en fait. Et puis, en 59, les élections qu'il a eues en République démocratique du Congo, un instant, en 59, des élections pluralistes qui se sont tenues ici, dans notre pays. Kabila n'était même pas né, vous n'étiez pas né, Patrick non plus, moi non plus. Donc, en 59, il y a eu des élections. Ceux qui ont commencé ces élections-là, comment vous les appelez? Ils sont quoi par rapport à la démocratie? Monsieur Lick, attendez, il faut pas... Est-ce que vous voulez bien me répondre? Je vous réponds tout de suite là. Il ne faut pas limiter la démocratie par l'organisation des élections. C'est ce que vous voulez me faire croire. Non, la pluralité. Qu'est-ce que Kabila a fait en plus? En plus, c'est que nous avons assisté à une alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Voilà. Parce que nous savions... Monsieur Patrick, vous m'avez posé la question. Nous avons assisté à un passage civilisé du pouvoir parce que cela ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo. Oui, mais vous savez comment est-ce que le pouvoir... Il y avait un passage civilisé du pouvoir. Vous ne pouvez pas terminer. Un instant. Vous raisonnez bien. C'est que je vous regardant dans l'histoire. En 60, il y avait aussi alternance du pouvoir entre l'autorité belge et l'autorité congolaise, n'est-ce pas? Ça, c'est une époque. Monsieur, il ne faut pas faire l'amalgame les choses, s'il vous plaît, monsieur Lick. Vous appelez ça oui, faites l'amalgame parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les élections de 59, vous voulez les comparer aux élections de 2016, 2018 ou soit 2006. Mais non, c'est totalement différent. Parce que d'abord, du point de vue systémique. À chaque étape, il y a un père. Non, attendez. Lorsque nous avons instauré la nouvelle constitution que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, de 2006, ok, nous avons instauré un système, n'est-ce pas,
que nous appliquons à la lettre aujourd'hui. C'est ce qui est important. Cette constitution-là a été respectée par Kabila. Voilà, celle-là a été respectée par le président Kabila. En passant à un tour de manière c'est illégal. Policière. C'est illégal. C'est ça le respect de la constitution. C'est illégal. Mais la Constitution, elle peut être amendée, mais il y a des dispositions qui ne peuvent pas être révisées. Dans la Constitution, il est prévu, mais d'autres dispositions sont ouvertes. Elles peuvent faire l'objet d'un changement ou d'une modification. Ok? Mais tandis que nous savons bien l'article 220 qui a bloqué la durée et le nombre de mandats du chef de l'État, qui a bloqué le système pluraliste. Mais on a cherché, tout cela, à modifier ça. Tout cela, non, il ne faut pas dire, on a cherché. Le président 2015, la population a marché. Là, nous sommes dans les si. Non, je n'ai pas dit si. Alors, en 2013, la population a marché. Je ne dis pas là. En place a fait marche en arrière. C'est faux parce que le président Kabila n'a cessé de le dire qu'il allait respecter la Constitution. Et justement, c'est là où mais c'est attention parce que les gens ne savent pas laisser le pouvoir en Afrique. Parce que nous avons assisté à des chefs d'État qui ont dit qu'il allait à la fin de leur mandat respecter la Constitution, mais ils ont changé la Constitution. Prenez les situation au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? La Constitution du Congo-Brazzaville avait limité même l'âge. Mais c'est là a été changé au Congo-Brazzaville. Allez au Rwanda, n'est-ce pas? Kagame ne devrait plus être là, mais il a changé sa constitution. Il faut qu'à un moment donné, soyons fiers du président Kabila, parce qu'au moins lui, je vous dis sincèrement, nous devons, Congolais, être fiers du président Kabila, parce que ce qu'il a fait, c'est la reste historique, parce que nous avons assisté à un passage civilisé du pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Cela ne s'est jamais fait. Et prenez même la majorité des pays africains, monsieur Lick. Quels sont ces pays qui sont réellement démocratiques? Je pense que le président Kabila donne une belle leçon en Afrique, et c'est pourquoi j'assume et je le dis qu'il est le père de la démocratie en RDC, et que c'est là, ne déplaise à qui que ce soit. Mais la vérité, nous ne sommes pas d'accord la vérité, elle est là. La vérité, elle est là que le président Kabila a donné une mais il n'est pas le père de la démocratie. J'ai dit la réelle démocratie. Pas une démocratie de façade. C'est la démocratie de façade que vous voulez me faire dire ici, mais j'ai dit la réelle démocratie, c'est le président Kabila qui nous a mené dans cette voie-là, et qu'aujourd'hui, nous avons assisté justement à cette alternance qui est venu derrière de l'opposition. Ce n'est pas venu du côté du pouvoir, M. Ligue. Vous savez, il y a un principe qui s'est en Afrique qui dit... Vous allez terminer, vous parlez je termine. Il y a un pouvoir qui, lorsqu'il aura une élection, c'est pas pour le perdre. Ok, du moins, nous avons assumé, nous avons perdu, et que le pouvoir a été transmis à un opposant en Congo. Nous avons retenu deux choses. Un, Kabila est le père de la démocratie. Absolument, selon vous. Selon le peuple congolais. Selon le peuple congolais. Je fais partie du peuple. Selon le peuple congolais. Selon le peuple congolais. Il faut que cela soit dit. Je fais partie du peuple, je me reconnais. Il a fait la première alternance civilisée. Et là, pas un seul coup de balle, il mérite. Sur ce point, il mérite. Alors, beaucoup de respect au président Kabila. Nous entamons le dernier point. Et maintenant, le souci du pays, c'est d'avoir des éléments capables qui puissent jouer un rôle important pour faire décoller la nation. Et ces éléments-là doivent sortir du système éducatif congolais. Est-ce que vous pensez que le système éducatif tel que mené par le système Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et maintenant nous entrons dans le système Félix Tshisekedi, ces systèmes ont été des lits qui ont préparé une bonne alternance sur le plan éducatif pour que nous ayons des éléments capables d'assumer leurs tâches et de faire décoller les pays. Au fait, moi, je développe ma thèse sur l'idée que ça n'a jamais été bon depuis son entrée dans les territoires africains qui ont été l'ancien enclos colonial de Léopold, parce que nous avons hérité de cet enclos colonial, et par rapport à ça, ils avaient leur vision qui n'a rien à voir avec notre réalité. Ils avaient une vision qui était en contradiction avec l'idée d'émanciper le peuple congolais, et nous avons hérité de cette histoire-là, nous l'avons fait perpétuer, et c'est le cadet de souci de tout le politique, parce que tout ce que je constate ici, c'est quoi?
Les gens se battent sur des points, des virgules de la Constitution, mais ils s'en foutent sur la vraie question du capital humain que nous prodigeons. Parce que tout ce que nous vivons comme problème, tout ce que nous vivons comme anomalie, c'est parce qu'on n'a pas un capital humain compétitif. On n'a pas un capital humain compétitif. Pourquoi? Parce qu'on ne fabrique pas les humains qu'il le faut. Raison pour laquelle on a tous ces cacophonies, on a toutes ces difficultés de savoir vivre ensemble, mais aussi de développer économiquement notre pays. Donc, apparemment, je constate que c'est le cadet de souci de tous les politiques. Sous Kabila, pendant ces 17 ans, sous Mobutu, malgré qu'il y a une certaine volonté, parce qu'il faut l'affirmer, il y a une certaine volonté politique, mais elles sont souvent mal appliquées ou mal pratiquées pour que ça aboutisse aux ambitions espérées. Donc par conséquent, je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a aucun effort, il y a quasiment rien qui me rassure au fait à l'avenir. Donc c'est une cause déjà perdue d'avance. Pas perdu d'avance parce que tant que nous sommes responsables de dessiner l'avenir. Le passé est ce qui est fait, mais l'avenir, c'est nous maintenant qui devons prendre les choses en compte et pouvoir essayer de modifier le parcours. Parce que l'avenir a toujours été une multitude, mais le passé, c'est ce qui est fait et là, on ne peut rien changer. Donc je pense qu'on détient le présent, faisons l'effort assez que dans le temps présent, nous mettions cette question prioritaire parce que c'est stratégique pour que nous puissions aboutir à quelque chose de positif en fait. Vous avez parlé du capital humain. Le président de la République, lors de l'une de ses dernières sorties médiatiques, notre confrère Alain Tuka lui pose la question: où n'avez-vous pas bien fait les choses? Où est-ce que vous avez échoué? Il dit: je n'ai pas réussi à transformer le mental. Le mental, parce que c'était le cadet pratiquement de la politique à l'époque. C'est le capital humain dont parle M. Patrick. Donc Kabila a accepté qu'il a échoué. Parce que pour réussir une action politique, laissez-moi vous poser la question, vous devez réussir à transformer l'homme et à lui montrer la ligne à suivre, le chemin à suivre. Mais Kabila a dit, là, j'ai échoué. Donc, j'ai tout échoué. C'est pas possible, le Célic. Je ne pense pas que cela soit interprété de cette manière-là. Oui. Parce que, en fait, le président Kabila a été sincère dans son speech, ok? Je pense qu'il a dit clairement qu'effectivement, il n'a pas pu changer l'homme congolais. Parce que, vous savez que nous sortions de la dictature de Mobutu et que cette dictature-là avait détruit justement l'homme congolais dans sa manière de penser même, sa manière de réfléchir, M. Lick. Alors pour les transformer, c'est là où le président Kabila dit il n'a pas pu, en tout cas, complètement changer l'homme congolais. Mais il faut dire qu'effectivement, nous avons des sérieux problèmes par rapport au système éducatif congolais, il faut en tout cas beaucoup d'investissements pour remonter le niveau de l'éducation en République démocratique du Congo, parce qu'il faut dire, M. Lick, que lors des gouvernements passés, je me souviens au gouvernement Matata, nous avons investi beaucoup de moyens, le budget de l'éducation avait atteint un pourcentage extraordinaire, c'était à 23%, oui, à 23%, je pense que cela devrait en tout cas être pérennisé. Vous vous souvenez du programme de 1000 écoles que Matata avait lancé. Il en a construit combien? Il en a construit 850. Ok, moi je le preuve. Mais si nous continuons à construire 850 écoles construites, terminées, équipées, ok, à travers la République. J'ai 5 cas. Si vous voulez, non, si vous voulez, je vous emmène jamais terminé. Monsieur Lick, s'il vous plaît, c'est moi qui. J'en ai 5. Mais Monsieur Lick, oui. Mais s'il y a certaines qui sont inachevées, mais je vous donne le nombre de celles qui ont été construites. Okay? Mais parce qu'on a besoin les chiffres, mais en réalité, ce n'était pas ça. Pas du tout, pas du tout. Allez-y. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour justement réhabiliter aussi l'enseignant, parce que c'est lui qui transmet les connaissances, le savoir. Et oui, le savoir. Il faut en tout cas arranger ou soit embellir et les contenants et le contenu. C'est ce qui est important. Parce que si on construit des écoles et qu'il n'y a pas et que les enseignants ne sont pas bien encadrés ou soit ne sont pas bien rémunérés, cela ne sert à rien. Donc il faut aller avec ça, parce que vous vous souvenez que dans la classification même des universités en Afrique, n'est-ce pas, il n'y a aucune université congolaise qui est citée.
ce sont des choses qu'il faut en tout cas rapidement ranger parce que nous sommes quand même un grand pays. Donc il faut en tout cas aller dans ce sens-là et sanctionner sévèrement des professeurs qui abusent parfois, de certaines filles, parce que vous savez le point sexuellement transmissible. Sexuellement transmissible. Il faut s'attaquer à ces causes-là pour justement arriver à produire un homme nouveau pour justement assurer, comme vous l'avez dit, l'alternance sur le plan éducatif en RDC. Et donc, le fait que l'on n'ait pas réussi à hisser les universités congolaises au niveau, c'est un échec du très démocratique. Démocratique. Je ne dirais pas de Gondwana, mais c'est l'œuvre de notre père, le fondateur de la démocratie en Afrique. C'est aussi son œuvre. Vous voulez ramener tout sur le président Kabila, c'est bien bon. Non, c'est une question que je vous pose. C'est aussi son œuvre, non? Je vous réponds. Oui. Mais il faut dire que quel était le système éducatif avant M. Kabila? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je vous ai dit un exemple pas tant. Je vous ai donné un exemple concret ici. La construction des écoles, c'était justement dans le but. Je termine. Mais allez-y. Oui, c'était justement dans le but justement de promouvoir l'éducation congolaise. Parce que vous vous souvenez, il y a eu la réhabilitation. Il faut que cela soit dit. La réhabilitation des universités. L'université de Kisangani a été réhabilitée. L'université de Lubumbashi a été réhabilitée. L'UNIKIN a été réhabilitée. Donc, le président Kabila avait une vision par rapport au système éducatif. Vous avez étudié à l'UNIKIN, non? Je finis à l'UNIKIN. Est-ce que vous êtes encore passé voir... Je suis passé là-bas. C'est vraiment réhabilité. Permettez-moi. Non, il y a des bâtisses. Il nous reste 2 minutes. Merci. Permettez-moi. C'est pas possible. Je devais ajouter un point parce que quand j'ai dit que c'est le cadet de soucis de politique, quand les gens pensent que le simple fait de construire les écoles améliore la qualité de l'éducation, je pense que là, on pose déjà sur le point de vue. Non, dans votre logique, c'est l'impression que ça donne. J'ai dit, il faut associer et la construction des écoles et la personne l'enseignant qui est là. Aussi, quand les gens pensent que le simple fait de bien payer les enseignants améliorera nécessairement la qualité de l'éducation, on fausse encore la route. Je donne un exemple patent. Dans les années 60, 70, 80 même, les enseignants étaient bien payés. Mais qu'est-ce qu'ils ont produit, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont produit de manière pratique? N'est-ce pas des corrompus? N'est-ce pas de personnes moins créatives? N'est-ce pas de personnes immoraux? N'est-ce pas de personnes égoïstes? N'est-ce pas de personnes non compétitives? Non, je ne pense pas. Mais c'est dans le problème, vous allez parler. Et finalement, votre proposition pour sortir de ce marasme, que doit-on faire? En réalité, on a mal étudié le problème, on a mal étudié la question de l'éducation parce que... Vous avez bien étudié ça. C'est une question que je passe tout mon temps sur ça et j'ai eu à faire des propositions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement qu'on puisse faire maintenant? De manière pratique, ici et maintenant, en réalité, beaucoup de gens ne savent pas qu'à l'instant où nous parlons, il y a toute une action qui est en train d'être menée au niveau de la Banque mondiale avec l'institution congolaise en charge de l'éducation, entre autres l'EPSP et d'autres ministères qui travaillent sur la question de l'éducation. Il y a eu un plan en fait d'amélioration qualitative dans le projet de 1000 écoles que mon confrère vient de préciser. Mais en réalité, prenez votre temps de fréquenter les enfants congolais qui sortent de l'école du Congo. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus, la seule chose qui peut signifier qu'un enfant étudie, c'est simplement parler français, pas autre chose. De manière approfondie, si vous entrez dans le débat, si vous entrez dans leur manière de réfléchir, vous vous rendez compte qu'ils ne font que s'abêtir de plus en plus. Alors, Jean-Pierre... Excusez, je m'aimerais bien préciser. Donc, le simple fait de bien payer les enseignants ne va rien répondre. Le simple fait de multiplier les écoles ne va rien répondre. C'est une amélioration qualitative en profondeur qui demandera une vraie révolution. En quoi faisant? Une vraie révolution de l'école. En quoi faisant? En peu de mots. Je ne pense pas. Permettez-moi, parce que c'est un point que les politiques n'ont jamais eu le temps de réfléchir, mais permettez-moi de vous donner des éléments ou des éléments globaux. En réalité, on doit d'abord comprendre ce que c'est l'éducation. L'éducation ne se limite pas à l'enseignement. L'enseignement fait partie de l'éducation, mais il n'est pas l'éducation. On doit comprendre que l'éducation en soi doit remplir 4 champs d'action nécessaires. Entre autres, le savoir-faire, le savoir-être, la connaissance de l'être nécessaire, mais aussi le savoir, qui est la culture générale. Et quand on comprend tout ça,
on va déceler facilement où se trouve le problème. Le problème du Congo se trouve dans le savoir-être qui n'est pas bon, la connaissance du savoir-faire qui n'est aussi approximatif, orienté dans le secteur tertiaire, raison pour laquelle on a beaucoup de bureaucrates ici et beaucoup de gens qui vont dans le politique à l'idée de s'intégrer dans le système de gestion pour pouvoir puiser le plus parce qu'ils ne peuvent pas créer autre chose. L'État est devenu une vache à lait, au fait. Allez, vous terminez. Non, je ne pense. Qu'est-ce qu'on doit faire je ne pense pour pas faire que- décoller le pays et former un bon Congolais qui a le savoir-faire, le nécessaire, savoir-faire, le savoir-être et le nécessaire. savoir-être. J'insiste là au-dessus, M. Lick, il faut bien équiper les personnels enseignants, c'est ce qui est important. Parce que dès que... Mais lui dit que c'est En 60-70, Non, c'était bien vous équipé. savez, On a même importé c'est des professeurs. l'enseignant qui transmet la connaissance. Il transmet Et pas, s'il il te devait plaît, encadrer. s'il te plaît. Allez-y. Lorsqu'on transmet la connaissance, alors c'est à ce moment-là, et que les conditions sont réunies pour que la personne qui a même la charge, n'est-ce pas, de la transmission de cette connaissance-là, elle est bien équipée, la personne, je pense qu'elle va nous produire une classe, en fait, une génération de qualité parce que les conditions sont presque réunies du point de vue Comme les années 70 du point de ont vue fait. salaire, du point de vue salaire, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, jusque-là, en tout cas, le para soit encore responsable de la paye de primes pour payer les enseignants. Il faut que l'État puisse justement prendre cette charge-là, dans le sens de bien rémunérer, de bien Le problème prendre est en plus charge, profond que tout ça. de bien prendre en charge le personnel enseignant, On a compris. pour que, en tout cas, les élèves qui seront produits soient, en tout cas, de Le meilleurs. problème est plus profond. Merci beaucoup. Saluez-vous. Merci, monsieur Jean-Pierre Soula-Belessi, d'avoir répondu à mon invitation. Merci, monsieur Patrick Balelo, Je vous en prie. d'avoir répondu à mon invitation. Mais sur cette question précisément, je pense que nous allons revenir pour approfondir notre réflexion. Peut-être on va faire intervenir d'autres spécialistes du domaine parce que la question n'est pas totalement épuisée. À vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci et merci également à toute l'équipe technique. Au revoir, à bientôt.